À seulement quelques kilomètres de Paris se cache la forêt domaniale naturelle de Meudon. Gérée par l'ONF, l'Office national des forêts, elle présente de nombreux micro-paysages, et notamment 7 étangs. Parmi eux, l'étang du Trou-aux-Gants. Derrière son apparence tranquille, l'étang révèle un écosystème complexe, un réservoir de biodiversité où insectes, plantes hygrophiles et oiseaux coexistent. Cet étang forestier, modeste par sa taille, constitue pourtant un maillon du réseau écologique local et se présente comme un corridor écologique essentiel de la région. L'étang du Trou-aux-Gants est également un témoin des interactions entre nature et humain. Les sentiers forestiers qui l'entourent, ainsi que la fréquentation des promeneurs, influencent directement son fonctionnement et sa biodiversité. De cette manière, comprendre cet écosystème permet de le préserver. Dans ce reportage, nous partirons à la découverte de cette zone humide à travers les différentes espèces qui la constituent. Nous avons pu observer diverses espèces de plantes caractéristiques des zones humides, comme le carex ou houjon, les roseaux, Phragmites australis, des saules pourpres, Salix purpurea, des massettes à feuilles larges, Apatifolia, et des renouées poivre d'eau, Persicaria. Les persicaires poussent naturellement sur les bords des cours d'eau. Il existe même des espèces totalement aquatiques comme la Persicaria antica. Elle rassemble 100 à 150 espèces et son nom provient du grec persica qui signifie pêche, car la forme de ses feuilles évoque celle du pêcher. Je vais vous donner une petite astuce pour reconnaître la Persicaria hydropipère. Vous pouvez prendre une feuille de cette plante et la mettre dans votre bouche. Si celle-ci a un goût poivré, alors bien joué, vous l'avez trouvée. Cette plante est d'ailleurs utilisée dans la cuisine japonaise, notamment pour les sashimi. Si jamais elle n'a pas ce petit goût poivré, ne soyez pas déçus. Vous aurez sûrement trouvé la Persicaria minor. Félicitations! Ces plantes contribuent à former un écosystème particulier. Elles possèdent donc de nombreuses fonctions, comme les ripisylves, ensemble de formations boisées sur un cours d'eau. Elles servent également d'habitat naturel spécifique. Les canards peuvent par exemple se servir des roseaux pour construire leur nid. Elles peuvent aussi servir de corridor écologique. C'est un passage permettant aux animaux d'aller d'un milieu à l'autre, permettant une diversité génétique. Les plantes ont donc un rôle important pour le maintien de la biodiversité. En dehors de ce rôle, elles ont également une grande utilité quant à la qualité de l'eau. En effet, elles agissent comme de véritables filtres naturels. Elles protègent la qualité de l'eau, les berges, les sols riverains et certaines parties humides des bassins. Nous avons observé une forte turbidité de l'eau. Elle est sûrement due à la vase ainsi qu'aux nombreuses feuilles d'arbres qui tombent et se désagrègent, ce qui pourrait empêcher la lumière de traverser et ainsi causer l'eutrophisation du milieu. Nous avons également pu observer bien d'autres plantes en nous éloignant un tout petit peu, comme des chênes, quercus, des châtaigniers, Castanea sativa, des noisetiers, Corylus avellana, des mûres, rubus, des orties, Urtica dioica, du lierre, Hedera helix, des ronces, Rubus plicatus, des frênes communs, Fraxinus excelsior, des chardons, Silybum marianum et des érables sycomores, Acer pseudoplanatus. Les chênes jouent un rôle crucial dans les écosystèmes aquatiques, en filtrant l'eau et en limitant la pollution. Ils absorbent jusqu'à 70% des nitrates contenus dans des eaux superficielles. Les chênes et les plans d'eau interagissent donc constamment. Parlons à présent des saules pourpres. Saviez-vous qu'ils étaient capables de résister aux grandes crues et de fixer rapidement les berges endommagées grâce à leur structure flexible? Vous connaissez toutes les orties, mais laissez-moi vous dire qu'elles jouent aussi un rôle crucial. Et oui, même si nous ne les aimons pas toujours, elles fournissent un habitat et des ressources vitales pour la microfaune. C'est un véritable abri végétal qui protège les petits animaux des prédateurs. Au fil de notre exploration, nous avons pu observer que l'analyse de la végétation nous montre combien les plantes structurent physiquement et fonctionnellement les zones humides. Leur biomasse, vivante ou en décomposition, constitue la première source de matière organique disponible dans le milieu. Ainsi, elle détermine en grande partie la répartition et l'activité des espèces animales. À la surface de l'eau, des rides s'élargissent doucement. Un groupe d'une dizaine de canards colverts glisse entre les roselières. Parmi eux, un tout jeune caneton tente maladroitement de suivre le rythme. Les roseaux qui bordent l'étang cachent probablement leur nid, un lieu discret et protégé où les adultes veillent constamment.
Le colvert, espèce la plus commune des canards de surface, trouve ici l'habitat idéal, au calme, végétation abondante et parfois quelques miettes de pain jetées par les promeneurs, une habitude humaine pourtant néfaste, modifiant le comportement et la santé des oiseaux. Plus au centre du plan d'eau, une silhouette élancée et immobile attire le regard. C'est le héron cendré, maître de la pêche à l'affût. Droit comme un javelot, les yeux rivés vers l'eau claire, il attend le moment précis où un poisson passera à portée. D'un coup sec, son bec acéré frappe avec une rapidité foudroyante. Prédateur essentiel des zones humides, le héron régule les populations de poissons, d'amphibiens et même parfois de petits reptiles comme la couleuvre à collier, contribuant à l'équilibre écologique de l'étang. Les arbres en bordure et le massif de roselières offrent à l'espèce des sites de repos et parfois de nidification rares mais possibles quand l'environnement est préservé. Sur une zone plus dégagée, un autre habitant attire l'œil. C'est la foulque macroule, plus discrète mais très active. Elle plonge encore et encore à la recherche de végétaux aquatiques dont elle raffole. Ces mouvements incessants participent à l'oxygénation et au brassage des eaux peu profondes. La foulque, en broutant plantes, algues et parfois larves ou petits invertébrés, joue un rôle fondamental dans la gestion naturelle de la végétation, évitant la prolifération de certaines espèces aquatiques. En hiver, on peut même la voir pâturer dans les prairies proches de l'étang, créant un lien direct entre l'écosystème aquatique et terrestre. Soudain, du lieu. Un grand cormoran surgit à la surface dans un remous d'écume. Plongeur exceptionnel, il parcourt de longues distances sous l'eau pour capturer poissons et parfois crustacés. Sa présence témoigne de la bonne qualité écologique de l'étang. Sans poissons en abondance, il ne resterait pas. Les grands arbres voisins sont indispensables à l'espèce qui s'y regroupe pour se sécher, se reposer ou parfois former des colonies. Redouté autrefois pour sa voracité, le cormoran est en réalité un acteur naturel de la chaîne alimentaire complémentaire des autres prédateurs piscivores. Sur la berge boisée, plus discret, un rouge-gorge familier lance son chant cristallin. Ce petit passereau, emblématique des zones arborées et des jardins, profite des haies, des bosquets et des arbres bordant l'étang. Insectivore, il chasse au sol, araignées, coléoptères et petites larves participant à la régulation des populations d'insectes. En hiver, il s'aventure davantage vers les zones fréquentées par les humains, attirés par les jardins et leurs arbustes à baies. À quelques mètres de la rive, à l'abri des saules pourpres et des massettes, les feuilles se mettent soudain à frémir. Une silhouette massive apparaît un instant avant de disparaître de nouveau dans les sous-bois. C'est le sanglier, visiteur régulier de l'étang. La nuit, il fouille la terre, meuble, retournant la vase et la litière forestière à la recherche de racines, bulbes ou larves d'insectes. Ces remuements, souvent perçus comme des dégâts, sont en réalité un moteur essentiel pour l'écosystème. En aérant le sol, le sanglier favorise la germination des plantes pionnières, comme les orties, les chardons ou les jeunes pousses de persicaire, qui deviendront ensuite nourriture et refuge pour de nombreuses autres espèces. Plus en retrait, presque invisible malgré sa taille, le chevreuil progresse en silence. Il sélectionne avec finesse les jeunes bourgeons de noisetiers, les pousses tendres des ronces ou les feuilles des érables sycomores. Ce broutage délicat permet d'ouvrir des clairières naturelles dans les fourrés, offrant de nouveaux passages aux oiseaux terrestres et aux petits mammifères. Au crépuscule, on peut parfois l'apercevoir s'abreuver dans une zone calme de l'étang, profitant de la fraîcheur des roselières. Bien plus petite, mais d'une importance écologique démesurée, la musaraigne vit cachée sous les feuilles mortes, dans les tapis d'orties ou au pied des vieux chênes. Infatigable, elle chasse insectes, araignées et larves dont elle consomme des quantités impressionnantes. Elle contrôle ainsi naturellement les populations du sous-bois, maintenant un équilibre vital pour la végétation. Sans elle, les ronces, persicaires et jeunes plants de saules seraient bien plus vulnérables aux invasions d'insectes herbivores. Sur la capuche de ma collègue, une petite silhouette triangulaire reste immobile. Une punaise, membre du vaste groupe des hétéroptères, ses ailes particulières, mi-coriaces, mi-membraneuses, reflètent la lumière du matin.
Elle se nourrit tranquillement de la sève des végétaux, mais sert surtout de proie à de nombreux insectivores, rouge-gorge, musaraignes et araignées. Les punaises, par leur diversité, sont un excellent indicateur de la qualité de la végétation rivulière. Plus bas, dans l'eau calme, près d'un tapis de massettes en décomposition, d'innombrables larves de moustiques communs s'agitent. Elles filtrent l'eau en permanence, absorbant micro-organismes et débris organiques. Grâce à elles, l'étang élimine naturellement une partie de ses déchets biologiques. Une fois adultes, ces moustiques deviennent un maillon indispensable, nourriture pour les hirondelles, les rouges-gorges, les araignées et même pour la musaraigne. Leur émergence relie l'eau à la terre, transférant de la biomasse aux espèces terrestres. Dans les zones plus sèches, cachées dans l'herbe au pied des noisetiers, un grillon fait vibrer l'air de son chant régulier. Ce son, si familier en été, annonce souvent la présence d'un milieu sain et riche en matière organique. Le grillon recycle les résidus végétaux, accélérant la décomposition et enrichissant le sol, ce qui profite directement aux orties, ronces et jeunes érables. Un peu partout, dans les branches basses du saule pourpre ou sous les feuilles de chêne, les araignées tissent leurs toiles délicates. Prédateurs patients, elles capturent moustiques, punaises et petits insectes régulant leur population. Leur présence est essentielle. Elles soutiennent directement le rouge-gorge et la musaraigne, pour qui elles représentent un apport alimentaire important. Sans les araignées, les insectes proliféreraient, mais sans insectes, plus d'araignées ni d'oiseaux insectivores. Au terme de cette observation, un fil commun apparaît. Chaque plante, chaque oiseau, chaque insecte participe à l'équilibre de la zone humide. Des roselières aux hérons, du sanglier à la musaraigne, tous contribuent à faire vivre cet écosystème où l'eau et la terre vivent en harmonie. Un monde essentiel et fragile dont il faut prendre soin.